une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. C'est une photo d'une cabane qui est blanche sur un fond blanc avec un dégradé un peu comme une espèce de sfumato. Et c'est une image que j'ai faite dans la jungle de Calais, à l'époque en 2016, juste avant qu'elle soit démantelée. Ma présence là-bas était vraiment liée à un engagement citoyen, militant, d'aller avec une asso sur la jungle de Calais. Je ne pense pas faire des images là-bas et en fait j'ai vu ce bâtiment dans une partie de la jungle qui avait déjà été rasée, la zone sud. Le bâtiment m'est vraiment apparu comme une espèce de cri, en fait. C'est une cabane sur laquelle il y a marqué « Are you listening yet? Why does it take so long ?» Et après, d'autres choses écrites qui sont des revendications des réfugiés qui se tenaient là-bas, enfin qui vivaient là-bas. Et cette image, en fait, j'ai vu le bâtiment, j'ai vu une image. Et une image qui est d'autant plus importante pour moi parce que c'est, je pense, la première fois que j'ai vraiment abordé une série de photos de manière... plus plasticienne que documentaire finalement. Et ça a vraiment marqué un tournant dans ma manière de réfléchir la façon dont je travaillais. Enfin, voilà, ça a été le début d'un nouveau rapport à la photographie. Je m'appelle Kevin Garby, je suis photographe. Ça fait à peu près 8 ans maintenant que je travaille en tant que photographe professionnel et que je développe un travail artistique. Avant ça, je faisais de la photographie en amatrice depuis longtemps. Enfin, j'en avais toujours un peu fait, je pense, quelque part. Et je viens du milieu de l'architecture. Je n'ai pas fait des études d'art ou de choses comme ça. Je fais des études d'architecture. J'ai travaillé comme architecte pendant un certain temps. Et à un moment de ma vie, autour de la trentaine, le besoin que j'avais de faire des images a pris le pas sur le besoin sur le travail que je faisais en agence. Et au point de me dire à un moment, essayons donc de changer. Donc j'ai complètement arrêté l'archi et je me suis lancée dans la photo. C'était vraiment au tournant de la trentaine, entre 30 et 31 ans. J'arrivais à la fin d'un contrat. Je ne sais pas vraiment la fin d'un contrat, mais en tout cas, j'étais à un tournant de ma carrière, entre guillemets, d'architecte, dans le sens où je ne me projetais plus dans le milieu des agences d'architecture, je ne me projetais pas non plus monter moi-même une agence, et je faisais de plus en plus d'images, en fait, de manière un peu spontanée, mais quand même que j'essayais de former en série, de développer un propos quelque part, mais tout ça était très, très, très spontané, mais ça prenait beaucoup de place dans ma vie, et surtout ça participait beaucoup à mon épanouissement. C'est-à-dire que je prenais vraiment plus de plaisir à faire mes petites séries de photos qu'à réfléchir à des projets. Et il y a eu un moment en fait où ça a été vraiment une espèce de révélation. J'ai pu exposer une série d'images un jour dans un festival qui est dans le 10e arrondissement, qui s'appelle Les Rencontres du 10e. Et c'était il y a longtemps, c'était genre en 2013, je crois. Je me souviens que j'étais tellement heureuse, en fait, de pouvoir montrer ces photos. C'était des photos d'un voyage que j'avais fait au Bénin. Enfin, c'était même pas un voyage, c'était un voyage d'études, on va dire. Et j'étais tellement heureuse de montrer ce travail et de le partager, d'avoir des retours de gens qui n'étaient pas forcément des gens que je connaissais, de voir que ça suscitait des réactions. Et c'était très, très, très encourageant. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est tellement... épanouissant, c'était tellement de joie et de plaisir que je me suis dit, il faut vraiment en fait que je fasse ça, quoi. Tout est parti de là. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, mais vraiment beaucoup, dans le sens où ma grand-mère photographiait et ma mère photographiait, et on est une famille nombreuse. J'ai grandi avec 3 frères et sœurs. Maintenant, on est plus nombreux que ça, mais à l'époque... On était 4 et ma mère et ma grand-mère ont littéralement documenté notre enfance
vraiment de manière assez systématique et avec beaucoup d'images qui étaient accrochées au mur de la famille, de nous. Et c'est quelque chose qui a toujours été du coup très très présent, quoi, faire des photos. Donc ça a toujours fait partie de ma vie de ce point de vue-là. Et après, je pense que les premières vraies émotions que j'ai eues photographiques, pour le coup, ça vient de mon grand-père maternel, qui lui photographiait beaucoup aussi, mais pas forcément la famille, justement. Et c'était vraiment quelqu'un qui... il n'était pas photographe, c'était un amateur de photographie au sens noble du terme. Et c'est quelqu'un qui s'est mis à voyager beaucoup dans la deuxième partie de sa vie, quand il avait une cinquantaine d'années. Et il faisait vraiment des reportages photos, lui, pour le coup. Il était vraiment dans la photographie documentaire. Il allait, je sais pas, à partir des années 70 jusqu'aux années... je sais pas, il a voyagé jusqu'aux années 2000 et quelques, je pense. Il partait un peu partout dans le monde et chaque année, il faisait un voyage. Et du coup, il ramenait plein de photos, beaucoup de portraits qu'il accrochait dans son bureau. Il y avait tout un... En fait, voilà, il avait un bureau avec des tas d'images accrochées au mur, des très beaux portraits, des paysages, des villes. Il ramenait plein d'objets aussi, donc il y avait tout ça. C'était un peu une espèce de caverne d'Ali Baba, son bureau. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué pour le coup en termes de rapport à l'image. La photographie, c'était ce lien avec l'ailleurs, avec les autres. Pendant longtemps, j'ai fantasmé, je pense, cette posture du photographe voyageur, du reporter qui part partout dans le monde, sans forcément moi me projeter dedans, mais c'était quelque chose qui était vraiment qui était assez fascinant. J'ai un rapport à la photographie qui est assez pluriel, dans le sens où j'ai à la fois un travail de commande, qui pour le coup est vraiment lié à l'architecture. Je fais beaucoup de photographie d'architecture. C'était un peu la passerelle évidente quand j'ai pris la décision d'arrêter le travail d'architecte en tant que tel. C'est marrant parce qu'à la base, ce qui m'intéressait, ce que je disais juste avant par rapport à mes premiers émois photographiques, on va dire, c'était vraiment ce rapport à la photographie documentaire et le reportage. Et quand j'ai voulu vraiment faire de la photo, vivre de la photo, ça me paraissait très très compliqué d'arriver à vivre du photoreportage. Enfin, c'est quand même extrêmement dur d'arriver à percer là-dedans. Puis moi, j'avais aucune formation de journaliste. Je me voyais pas reprendre une des études de 6 mois, tout ça. Voilà, j'ai essayé d'être pragmatique et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire déjà pour essayer de vivre de la photo. Et du coup, la photographie d'architecture, j'avais une sensibilité à l'image via des bâtiments, du construit, du bâti, parce que il y a plein de ponts entre l'architecture et la photographie, en vrai. Donc, le rapport à la composition, à la lumière. Donc, il y avait des ponts assez évidents, mais c'est pas quelque chose que je faisais, moi, étudiante, aller faire des photos de bâtiments. Donc, j'ai un travail de personnel qui est en lien avec des sujets de société qui me tiennent à cœur, qui me touchent, que j'aborde de manière plasticienne, de manière qu'on peut un peu qualifier de nouveau documentaire ou post-documentaire. L'idée étant de passer par des protocoles visuels ou faire appel à des choses qui ne sont pas de l'ordre de la photographie pour poser des questions, pour exprimer moi vraiment peut-être un point de vue que j'ai sur le sujet et que j'ai envie d'amener les gens à considérer, pour provoquer des réactions, pour embarquer les gens dans ce que j'ai envie de raconter. Quand j'ai commencé la photo, j'ai fait pas mal de travaux autour de la question des vagues de réfugiés qu'il y avait en France. C'était en 2015, 2014-2015. C'était quand même très présent dans Paris. Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont toujours... ça fait 20 ans que j'habite à Paris, j'arrive toujours pas à m'y habituer. La précarité dans la misère qu'on peut voir de manière très frontale en ville. À ce moment-là, il y avait vraiment des camps sauvages. Enfin, c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Enfin, voilà, cette question des réfugiés, on peut en parler plus longuement après peut-être, mais c'est quelque chose qui vraiment qui me touche. J'avais envie d'aller faire des choses. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de bénévolat dans des camps ou dans des squats. Et j'avais envie de m'emparer de ce sujet-là pour ne pas rester que spectatrice. Pour moi, la photographie, c'est une forme d'action, en fait. C'est une manière de transformer les choses avec lesquelles j'ai du mal à vivre pour justement passer au-dessus et essayer de transformer, de passer de quelque chose où on subit à quelque chose où on agit. Donc, j'ai fait un premier travail qui s'appelait The Waiting Room, que j'ai réalisé dans un squat qui était dans le 19e, où j'ai passé beaucoup de temps parce que je faisais là-bas des photos d'identité, en fait, pour les réfugiés. J'avais mis tout un truc en place où je leur faisais leur photo d'identité pour leur papier. Et donc, j'y allais quasiment tous les jours. Et voilà, c'était un travail, cette série-là, sur le quotidien de l'attente, en fait, pour montrer un peu
voilà, qu'est-ce qu'il y a dans... Qu'est-ce que ça représente, en fait, d'être demandeur d'asile en France. C'était tout un travail là-dessus. J'en ai tiré un autre corpus d'images que j'ai appelé From Jean Carré with Love, qui était vraiment sur, pareil, sur essayer de montrer un autre regard sur le quotidien, sur ce quotidien aussi, finalement. Parce que ce qu'on dit dans les médias, ce qu'on montre dans les médias et, sur cette question-là des migrations et ce qu'on montrait à l'époque, parce qu'on en parlait beaucoup, ne correspondait pas du tout à ce que moi je voyais sur le terrain. Donc j'avais envie de montrer voilà, toute l'ambivalence qu'il peut y avoir dans ces moments, dans ces lieux plutôt qui sont de grande misère et de grande précarité, avec des trafics, des choses terribles, mais à la fois beaucoup de joie et de force et de gens qui sont d'une ténacité et qui ont vraiment une force de rebondissement, quoi, qui sont incroyables. J'ai fait ensuite un travail dans la jungle de Calais qui s'appelle Lieu de vie. Voilà, pareil, l'idée était de déconstruire l'image qu'on peut se faire de ce lieu-là, de le représenter différemment, parce que le terrain est encore une fois différent de la façon dont on le représente dans les médias, qui ont très vite tendance à aller dans le côté misérable de la chose. Et voilà, j'ai fait d'autres travaux comme ça. Je suis allée à Lampedusa aussi. J'ai pas, ça c'est un truc que j'ai pas encore formalisé. Il faudrait que j'en fasse quelque chose. J'ai toujours pas. Mais voilà, c'était vraiment pendant plusieurs années, c'est un sujet qui m'a pas mal occupée, en parallèle de mon travail de commande. Et petit à petit, je me suis mise aussi à travailler sur la question des violences faites aux femmes, avec différentes séries. Un premier travail qui s'appelle Preuve d'amour, qui parle des féminicides. Et ensuite, 2 autres séries qui sont un peu en miroir l'une et l'autre et qui s'interrogent sur comment on peut sortir des violences une fois qu'on a fait le constat qu'on pouvait en mourir, en gros, et qui s'appelle Une chambre à soi et Les monstres n'existent pas. Je me rends compte d'ailleurs en le faisant, en fait, parce que c'est pas forcément aussi intellectualisé que ça quand on fait les choses, il me semble. Enfin, en tout cas, moi, je travaille souvent de manière un peu... à la fois très construite et à la fois très spontanée. Mais par contre, c'est vrai que tous les sujets auxquels je m'intéresse ont vraiment un lien personnel, en fait, avec mon histoire. Voilà, la question des réfugiés, moi, je suis pas... je me reconnais pas directement dans leurs histoires, mais ça fait écho au fait que voilà, mon grand-père a été lui-même a migré en France, il était d'origine tunisienne. Il y a toujours un écho très, très personnel. Et cette question des violences faites aux femmes et des féminicides, c'est pareil. Enfin, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis longtemps. Et j'ai mis beaucoup de temps. Ça faisait très longtemps que je réfléchissais à ce sujet-là, comment l'aborder, comment le traiter, pour plein de raisons, quoi. Étant déjà une femme, vraiment, on est quand même soumise à des problématiques de harcèlement et de choses et de violence, quoi, assez jeune. La peur fait partie du quotidien quand même de pas mal de femmes, je pense, peut-être pas toutes, mais quasiment, il me semble, ce truc de se dire, ok, la peur pour soi, la peur pour les autres. Moi, j'ai des sœurs, ma mère, voilà. Et du coup, c'est un questionnement qui était vraiment présent depuis longtemps. Sur pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Comment faire en sorte que d'être intelligible et d'être entendu, en fait, parce que vraiment on est quand même l'humain adore l'image, quoi, clairement, et il y en a plein. On est noyé dans un flot d'informations, d'images, et comment faire quelque chose qui ressorte du lot. Donc en vrai, je photographie assez peu au final. Je passe beaucoup de temps à tourner un problème dans tous les sens et à me documenter, et ce qui fait j'ai souvent plein de sujets comme ça que je développe pas parce que j'ai pas encore trouvé l'angle ou la façon de l'aborder. Et ensuite, en général, il y a une espèce de déclic. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour les féminicides, où je lisais un article, et dans l'article était mentionnée l'arme qui avait été utilisée par l'auteur, et c'était un cutter, en l'occurrence. Et du coup, en fait, là, le truc m'a touchée. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, et je me suis dit, ok, ça, c'est intéressant. Je travaille vraiment comme ça. Il y a à la fois quelque chose de très construit, réfléchi, et quand je vois que je ressens une émotion sur un truc précis, je me dis, ok, ça, c'est peut-être... Si moi, je ressens quelque chose, peut-être que quelqu'un d'autre ressentira également. Et en général, je m'accroche un peu à ça, et à partir de là, je creuse, je fais beaucoup de recherches pour Preuve d'amour, donc cette série sur les féminicides. Voilà, je réfléchissais au sujet, c'est parti de cette lecture d'article où le cutter était mentionné.
Et ça m'a touchée parce que moi, étant architecte, le cutter, c'est un objet ludique pour moi. C'est pas un objet Enfin, c'est un objet tranchant, mais bon, c'est un objet ludique. Donc, je me suis dit, OK, ça m'a projeté directement dans la scène. Je me dis, wow, l'image d'avoir l'objet sur un fond comme ça, au format carré, voilà, l'image s'est imposée très rapidement. À partir de là, je fais beaucoup, beaucoup de recherches pour documenter le sujet, savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet, par exemple, dans ce cas de cette série-là. Et à partir de là, après, j'ai fait, je sais pas, 3 ou 4 mois de recherche, pas continue, mais le soir notamment, j'avais amassé tout un tas plein de crimes commis entre 2016 et 2017. Et j'en ai extrait 20 objets. Et à partir de là, les photographies, je les ai vraiment faites. Ça m'a pris une demi-journée, quoi. Même pas 2 heures à peine. C'est parce que je savais, c'était assez clair. Et je prends beaucoup de notes. Je fais beaucoup de recherches à l'écrit. Pas forcément. Je me pose beaucoup de questions. En général, j'ai souvent une intuition que j'essaye de pas contredire, mais que j'essaye de contourner ou de creuser autour. Donc je fais souvent des croquis, des machins, je cherche des références. Parmi d'autres photos, je regarde beaucoup le travail des autres, pas d'ailleurs que les photographes, peinture, dessin, le film, et les choses se construisent comme ça, petit à petit. Et encore, ça dépend des projets, parce que la preuve d'amour, c'est vrai que l'image m'est venue très rapidement. Une fois que j'ai eu terminé Preuve d'amour, donc le travail sur les féminicides, j'ai vraiment éprouvé, moi, le besoin de continuer à travailler sur le sujet des violences au sein du couple. De manière, je ne vais pas dire optimiste, parce que c'est pas vraiment optimiste, mais j'avais besoin après avoir fait une forme de constat du désastre, de montrer qu'on pouvait aussi s'en sortir et que on n'est pas condamné à constater la catastrophe, quoi. Les choses peuvent changer, on peut évoluer. J'avais vraiment besoin de travailler là-dessus. Et très très vite, toute la question des victimes, de comment on se reconstruit, comment on sort des violences, comment on a été une victime, quand on a été une victime. Mais il y a aussi toute la dimension qui est liée aux auteurs d'actes violents et qui est extrêmement importante à mon sens et pas qu'à mon sens d'ailleurs. C'est vraiment une des clés de voûte de cette question-là, sur la prévention des violences. Ça passe par la prise en charge des auteurs. Et c'est un sujet qui est assez peu développé, qui est assez peu... on en parle de plus en plus, mais bon, quand même, c'est un sujet un peu malaisant, on va dire, de manière générale dans la société, quoi. Même dans les milieux pros, avec les assos qui prennent en charge ces publics-là, victimes, auteurs, c'est pas évident d'accepter qu'on donne de l'argent aux auteurs. Bref. Donc, du coup, je me suis intéressée à la question des auteurs du point de vue de comment on déconstruit son rapport à la violence. C'est un travail que j'ai intitulé « Les monstres n'existent pas » et qui a également nécessité vraiment alors là, c'est plus des mois, ça m'a pris 3 ans de travail, sachant que c'est jamais du travail en continu, parce que je fais vraiment pas que ça dans ma vie quotidienne. Il y a tout le travail de commande prend beaucoup de place. Et voilà, donc c'est vraiment du travail en pointillé. Mais j'avais vraiment besoin de faire des recherches déjà pour savoir quoi dire, par quel bout prendre ce sujet. L'idée d'aller voir des auteurs en prison, parce que c'est ça qui s'est passé in fine. La série est composée de portraits d'hommes et de femmes d'ailleurs, qui sont incarcérés pour des faits de violence au sein du couple. Et ce sont des diptyques portraits témoignages. Mais ça, c'est une forme, pour le coup, à laquelle je suis arrivée. L'idée s'est imposée moins rapidement que pour Preuve d'amour, où l'image était très vite, très nette. Et c'est arrivé après vraiment des mois de recherche, parce que je ne savais pas forcément quoi dire, quelle posture prendre, par quel bout. Je savais que je voulais montrer ces gens-là, que c'était important de les représenter, parce que c'est des gens qu'on ne voit jamais et que... Ça fait partie du problème d'ailleurs, qu'on ne représente pas, qu'il y ait une espèce d'invisibilisation de ces personnes-là. On parle toujours des victimes, mais s'il y a des victimes, il y a des auteurs, et il faut aussi arrêter d'être dans le déni, quoi. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'éducateurs, psychologues, psychiatres, avocats, éducateurs de rue, pas éducateurs de rue, éducateurs spécialisés. Au début, je pensais travailler vraiment avec des associations et des gens
qui ont commis des violences mineures, on va dire. Enfin, un peu travailler sur vraiment la banalité de ces situations et donc travailler avec des gens qui auraient eu un rappel à la loi ou une injonction de soins, mais pour des faits, pas des crimes forcément. Je ne pensais pas en arriver à travailler avec des gens qui ont réellement commis des féminicides. Et donc j'ai contacté beaucoup d'assos, j'ai assisté à des groupes de parole, notamment grâce à une association qui est à Arles. Enfin, tout ça, c'est vraiment du contact et du rapport humain, en fait. C'est vraiment des prises de contact par mail, assez maladroit, parce que moi, j'ai toujours une question de légitimité. Enfin, voilà, je ne sais pas des sujets, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psy, je ne suis pas... Donc, j'arrive en disant, bah ouais, ce sujet m'intéresse. Je ne sais pas trop comment je veux le prendre encore, mais j'aimerais bien pouvoir assister à des groupes de parole, j'aimerais bien... je veux faire quelque chose là-dessus, je sais pas quoi, mais je veux faire quelque chose. Et du coup, il y a des gens que même avec un discours comme ça, pas encore forcément construit ou formalisé, il y a des gens que ça touche. Donc j'ai pu, grâce à une asso qui s'appelle Alliance Pays d'Arles, et une psy qui s'appelle Valérie Ravoisier, assister à un premier groupe de parole. Et du coup, me confronter vraiment à cette problématique, rencontrer des gens, écouter ce qu'ils avaient à dire, même photographier pendant les séances de groupe de parole. Mais j'ai pas réussi par ce biais-là, à faire des tête-à-tête avec les personnes. Parce que je voulais vraiment... très vite, il m'a paru important sur ce sujet-là de mettre en avant aussi ce que les personnes avaient à dire sur leur parcours, comment elles comprenaient qu'elles étaient arrivées là. Enfin, l'idée, c'était vraiment de travailler avec des gens qui sont dans un processus de responsabilisation, quoi, qui essayent de changer. Et du coup, en milieu ouvert, donc avec des gens qui ne sont pas incarcérés, c'est sûr que les gens, déjà, quand ils font une démarche d'aller se faire soigner, d'aller se faire aider, c'est déjà un grand pas en avant, c'est pas facile. Et en plus de ça, aller faire un travail personnel avec une photographe, prendre du temps sur leur vie pour se replonger dans ces questions-là, c'était assez compliqué. J'ai pas réussi à convaincre, en tout cas, ce public-là. Et de fil en aiguille, parce que je présente régulièrement mon travail Preuve d'amour, je le présente régulièrement dans des colloques interprofessionnels ou des journées d'études sur les féminicides, des choses qui ne sont pas du tout liées au monde de la photo, mais je suis régulièrement invitée à montrer ce travail et montrer comment la création artistique peut aussi intervenir dans un processus de sensibilisation. Et lors d'une journée d'études comme ça, j'ai rencontré une personne qui travaillait en prison, à qui j'ai parlé de mon projet d'auteur mon projet sur les auteurs, en disant que voilà, je voulais travailler là-dessus, que je trouvais ça hyper intéressant, mais que je ne savais pas comment rencontrer des gens. Et c'est vraiment cette personne-là qui m'a complètement, qui s'est emparée du sujet, qui m'a vraiment poussée en me disant mais c'est super, moi ça m'intéresse complètement, je vais en parler à ma hiérarchie. Elle travaillait, cette personne, elle s'appelle Sandra Desfoulounou, elle est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Et elle travaille au SPIP donc, de Poitiers. Et c'est elle, en fait, qui a convaincu sa hiérarchie de me recevoir et de considérer mon travail, qui n'était pas du tout formalisé. Hein. Vraiment, moi, j'étais en mode, oui, je voudrais faire des portraits, je voudrais recueillir des témoins. Enfin, j'avais pas forcément de choses très, très, très arrêtées. Et c'est elle qui a convaincu donc sa hiérarchie de me recevoir. Et on a mis en place, comme ça, ce projet dans la prison, dans le centre de détention de Poitiers. Les images de cette série, donc, c'est des portraits d'hommes. Il y a 9 hommes, mais il y a 10 photos. Il y a 10 photos, 10 portraits. Enfin, 10 portraits, 10 récits plutôt. De 9 hommes et une femme qui sont représentés de 3 quarts d'eau, à peu près tous, sur un fond uni, qui est soit lilas, je dirais, soit bleu clair. Il y avait évidemment beaucoup de questions sur comment représenter ces personnes. Ça a été vraiment beaucoup de réflexions parce que c'est un sujet qui est tellement délicat, que ce soit à plein d'égards en fait. Les représenter eux, voilà, ça touche parce que c'est des gens qui vont sortir de prison, donc ça a un impact sur leur vie, leur personne. Après, il y a toute la dimension de ce qu'il y a autour, ce qu'ils ont fait, toutes les parties civiles. Travailler sur ces sujets-là, c'est prendre en compte tous les affects terribles qu'il y a autour et réussir à faire quelque chose qui soit
qui ne rajoute pas de douleur à la douleur, quoi. Et ça, c'est quelque chose, moi, en image, qui me travaille beaucoup, cette question de justement ne pas rajouter de la violence à la violence qui existe déjà. C'est quelque chose que j'avais déjà développé sur Preuve d'amour et d'ailleurs aussi sur la série Lieu de vie dans la jungle de Calais. Cette idée de ne pas faire d'images choc, en fait, de ne pas faire d'images sensationnalistes, d'essayer d'éviter de tomber dans cet écueil d'appuyer sur le bouton du genre ah, c'est horrible, et de pas rajouter de la violence visuelle à de la violence factuelle, quoi. Et de travailler plutôt sur des questions de contraste et de prendre le contre-pied vraiment visuel de ce qu'on pourrait attendre sur des sujets comme ça, que ce soit d'ailleurs les migrants, les personnes réfugiées plutôt, ou alors les violences faites aux femmes. Et sur les monstres, elles n'existent pas. Donc il y avait vraiment plein de questions sur est-ce que les représenter déjà de face ou de dos, enfin, est-ce que les rendre anonymes ou pas. Ça, c'était vraiment pendant un bout de temps, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut essayer de les montrer pour montrer que ce sont des gens comme tout le monde et montrer leur visage et faire une espèce de truc un peu choc et qui très vite m'a paru complètement inapproprié pour plein de raisons, parce que du coup, ça les enfermerait ça les aurait enfermés eux dans cette image, dans cette posture de criminel, sachant que voilà, ils purgent une peine, ils ont été jugés, ils vont sortir, voilà, on peut pas les associer à ça toute leur vie. Enfin, c'est le principe, enfin, c'est le droit à l'oubli quelque part, quoi. C'était extrêmement délicat aussi pour les victimes, les familles de victimes, et je voulais pas qu'on comprenne aussi, on puisse associer mon travail ou mes images à une forme de mise en avant. Et ça, sur ce travail-là des auteurs de violence, c'était vraiment l'écueil que moi dans lequel j'avais peur de glisser à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que tout ce travail soit compris comme une forme de minimisation des actes, alors que c'est vraiment plutôt une volonté d'essayer de comprendre pour déconstruire, justement sans minimiser, sans victimiser les faits. Mais il y a quand même une ligne qui peut être assez... ça peut vite être mal compris. Donc, voilà, il y avait la représentation de face, de dos. Très vite, je me suis orientée vers cette idée d'aller les photographier, donc plutôt de dos. Mais il fallait qu'il y ait quand même assez de détails pour qu'on puisse se projeter, qu'on puisse s'imaginer, en fait, qu'on puisse voir un minimum de choses pour que ça appelle l'imagination et qu'on puisse se faire des représentations, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui traverse beaucoup de mes séries. L'idée que le pouvoir de l'imagination est presque souvent plus fort que le pouvoir de la représentation. Enfin, moi, j'aime bien faire appel à ce ressort-là, quoi, que les personnes qui regardent, du coup, aient assez d'espace pour s'emparer, enfin, rentrer dans l'image quelque part et compléter ce qui manque par eux-mêmes. On a mis en place un protocole, en fait, avec les gens de la prison qui consistait à rencontrer les personnes 4 fois et de réaliser d'abord les entretiens pour justement créer cette relation de confiance et pour faire connaissance, pour qu'il y ait une confiance qui s'installe. Et ensuite faire un troisième entretien, enfin un troisième rendez-vous pendant lequel on prendrait l'image, et ensuite un quatrième rendez-vous plus tard au cours duquel je leur ai fait lire le récit que j'avais tiré de nos entretiens et je leur ai donné une photo. Et sur cette question de comment arriver à faire poser les gens, comment arriver à créer de la confiance, c'est vrai que ça s'est fait assez... c'est marrant parce qu'encore une fois, la photo, c'est ce qui a pris le moins de temps et c'est ce qui était le plus facile à faire quelque part. Le plus délicat, c'était vraiment les entretiens. Et moi, j'avais vraiment à cœur d'essayer de... encore une fois, je ne suis pas psy, ni sociologue, ni quoi que ce soit. Et il fallait réussir à faire parler les gens, alors à les faire parler et les amener à se sentir assez libres de s'exprimer. Enfin, il fallait poser les bonnes questions, mais pas en dire trop. Enfin, pas rentrer dans une question de moralité ou de jugement ou de débat, parce que je n'étais pas là pour leur exprimer ce que moi j'avais à dire sur ce qu'ils avaient fait, quoi. Donc il fallait vraiment trouver la bonne distance pour qu'ils puissent s'exprimer. Et après... on s'est vu à chaque fois, presque en tout, je les ai vus 4 heures, quoi, presque d'entretien tête-à-tête, quoi, dans un parloir petit, fermé. Donc au bout du deuxième entretien, c'est vrai que la partie photographique était
relativement simple parce que déjà, ils s'étaient vraiment déchargés de ce qu'ils avaient. Il y avait une dimension presque thérapeutique dans ce travail, en fait. C'était presque de l'art-thérapie dans le sens où toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient extrêmement contentes qu'on s'intéresse à eux d'une manière non jugeante, justement, en les prenant en compte, pas directement comme des criminels, mais juste comme des humains qui sont aussi capables de s'exprimer sur ce qu'ils ont fait. Donc il y avait un vrai truc de restauration de la dignité, en fait, quelque part, dans ce travail. Et voilà, et du coup, la photo à la fin était plutôt une formalité pour eux. Enfin, ça n'a pas été très compliqué. Pour moi, c'était un peu plus techniquement pas évident parce qu'effectivement, voilà, j'avais pas c'était pas des conditions très faciles. J'étais dans un parloir qui est petit, un parloir handicapé, heureusement, mais pas beaucoup de recul, pas de quoi mettre des lumières artificielles. Donc, j'avais qu'un réflecteur parce que sinon, j'avais pas assez de recul, quoi. Et donc moi j'étais plus sur ce truc technique qui était un peu, mais eux étaient très très contents de faire les photos au final et relativement à l'aise, quoi. La première fois que je suis allée réaliser ces portraits, c'était sur 3 jours d'affilée. J'allais rencontrer 5 personnes, donc évidemment je ne savais pas qui ni ce qu'ils avaient fait. Et c'était au printemps, il me semble, 2021. Et l'administration pénitentiaire les gens que j'avais, mes interlocutrices, étaient extrêmement contentes qu'on arrive à mettre en place ce projet parce que c'était le seul projet culturel qu'elles avaient réussi à mettre en place dans le contexte de la période Covid. Et moi, je me souviens que la veille d'y aller, j'étais j'étais un peu stressée quand même parce que vraiment, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je pensais pas littéralement me retrouver avec des auteurs de féminicide en face de moi. Et là, j'avais bien compris que c'était effectivement le cas. Je savais que dans les 5 personnes, il y avait des gens qui avaient vraiment tué leur compagne ou ex-compagne, quoi. Et c'est marrant parce que je me souviens que la veille, je me disais qu'est-ce que tu fabriques, quoi, que tu vas te retrouver toute seule en tête à tête avec des meurtriers. Et je me suis littéralement dit, tu vas te retrouver en tête à tête avec des monstres, quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, dans les moments d'angoisse qu'on peut avoir la nuit quand on n'arrive pas à dormir, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, putain? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, je me suis dit, mais c'est marrant, même moi qui travaille là-dessus, j'en viens quand même à avoir ce réflexe de me dire, mais c'est des monstres. Ah, alors qu'ils ont fait des gens qui font des choses monstrueuses, mais qui restent justement des humains. C'est tout le propos de ce travail-là, c'est que c'est de déconstruire cette figure du monstre. Et la première personne que j'ai rencontrée donc le lendemain matin, c'était un jeune homme qui a une trentaine d'années, qui a 31 ou 32 ans maintenant, je pense, et qui justement était l'antithèse de ce qu'on peut imaginer de ce à quoi un monstre, entre guillemets, ou en tout cas un criminel, quoi, pourrait ressembler. C'est des noms d'emprunt qu'ils ont soit choisis, soit que moi je leur ai proposé s'ils n'avaient pas d'avis sur la question. Donc là, cette personne, je lui ai proposé de s'appeler Damien parce que ça ressemble à son prénom, à son vrai prénom. Et je me souviens quand il est rentré, parce que du coup, quand vous rentrez dans un centre de détention comme ça, c'est quand même un univers assez anxiogène. Enfin, tout est fait pour. On passe 15 barrières, des portes énormes, des contrôles, des trucs. Et vous arrivez à l'entrée des parloirs et on vous donne une alarme. Quand on vous dit, vous l'attachez bien à votre ceinture. S'il y a un problème, vous appuyez sur le bouton, ou si vous arrachez ça. Donc c'est quand même... Puis après, on vous dit, il n'y aura pas de problème, vous inquiétez pas. Super. Et puis, on vous amène dans les parloirs et là, tout est sécurisé. Donc, en fait, il n'y a jamais de poignée, en fait. Voilà. Donc, on vous demande d'attendre dans une pièce et la personne ferme la porte et vous ne pouvez pas sortir. Enfin, il y a une alarme aussi au mur, mais bon. Et là, on attend que la personne qui fasse entrer le détenu qu'ils vont chercher, quoi. Et du coup, c'est tout un espèce de contexte assez impressionnant. Et cette première personne qui est rentrée, donc qui s'appelle Damien, quand je l'ai vu, c'était vraiment une j'ai pas envie de dire une claque parce que ça m'énerve de passer par les métaphores violentes, mais c'était vraiment une surprise de découvrir quelqu'un qui qui ne coche aucune case de ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'est un criminel. Et toute son histoire est comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée parce qu'effectivement on a une proximité, alors peut-être d'âge, moi je suis un peu plus âgée, mais une proximité
de loisirs, d'intérêts. Et dans sa vie, il y avait beaucoup de choses qui me parlaient. Enfin, je me suis vraiment dit, c'est fou, cette personne pourrait vraiment être dans une autre vie quelqu'un qui fait partie de mon cercle d'amis, enfin, sans aucun problème. Enfin, moi, l'entretien que j'avais préparé, que j'ai préparé d'ailleurs avec une psychologue qui m'a aidé à orienter les questions, l'idée c'était vraiment de les faire parler sur le contexte qui les a amenés à commettre l'acte qu'ils ont commis et comment ils comprenaient qu'ils en étaient arrivés là, quel rapport à la violence ils avaient dans leur vie, dans leur enfance, enfin, voilà, tout ce truc-là de comment les choses se sont construites. Et lui, Damien était dans une... c'était quelqu'un de très touchant, quoi. C'était vraiment... il me racontait sa vie. Enfin, c'est quelque chose qui... Comment dire ? C'est pas que ça n'aurait pas dû... Enfin, c'était vraiment la banalité de voilà, l'enfant, même pas forcément maltraité, mais juste... la solitude, le manque d'attention, le rapport à la drogue, le rapport à l'alcool et cette difficulté à aller chercher de l'aide, cette difficulté à mettre des mots. C'est des choses. Enfin, il m'a fait penser à pas mal de gens que je connaissais. Il m'a fait penser à moi-même aussi des fois. L'humanité se niche dans les détails. Incarner des histoires, ça permet de créer de l'empathie. En fait, je pense vraiment que l'empathie, c'est une qualité qui nous fait défaut globalement dans le monde actuel. Et c'est un peu une clé, je trouve, c'est une des qualités qui pourrait faire changer les choses. Enfin, voilà, si on était plus concernés les uns les autres par les uns et les autres. Et pour être concerné, voilà, pour se sentir concerné, il faut que ça nous touche. Il faut vraiment que ça nous touche directement. Et c'est souvent par les détails que ça se joue. Et j'avais lu une fois une citation de Marguerite Duras, je ne sais plus dans quel article, mais elle disait plus c'est personnel, plus tu touches à l'universel. Apparemment, elle disait ça. Et je trouve que c'est complètement vrai. En fait, plus on rentre dans des choses des fois qui sont très très incarnées, plus voilà, on a de chance que ça nous touche vraiment. Et mon travail procède beaucoup de cette idée-là, que ce soit avec preuve d'amour, dans le fait de partir des objets du quotidien. C'était vraiment ça, travailler sur des objets qu'on a tous chez nous, qui sont vraiment des choses qu'on touche, avec lesquelles on vit, sur lesquelles on dort, qu'on met autour du cou parce que c'est une écharpe et qu'on a froid. C'était vraiment quelque chose qui me paraissait évident, que ça pouvait justement faire du lien, là où quand on regarde juste des chiffres, les chiffres, ça ne nous touche pas. Enfin, voilà, une femme tous les 3 jours, pardon. Je veux dire, même moi, ça ne me touche pas. Genre, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est abstrait, quoi. Et c'est pareil, comment parler des auteurs, comment parler des victimes de violences conjugales, si c'est pas en allant vraiment dans leurs histoires et en essayant de les incarner de manière le moins stéréotypé possible, on peut pas toucher les gens. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de portrait, même pour le travail que j'ai fait avec les anciennes victimes, qui s'appelle donc Une chambre à soi. J'ai représenté leur chambre. Donc c'est un travail dans un foyer d'hébergement. L'idée c'était vraiment de montrer leur univers plutôt que elles, parce que si on montre un visage, on fige une représentation quelque part et on se dit ah bah tiens, c'est cette personne-là, c'est elle. Ça peut pas être moi, ni l'autre, ni ma sœur, ni ma mère, ma pote. C'est elle. C'est vrai que j'ai une relation au portrait qui est effectivement pas évidente. Je pense que ça vient de vraiment plein de choses. Ça fait appel aussi à des choses vraiment très personnelles, dans le sens où moi, de base, je suis pas à l'aise avec le fait qu'on fasse un portrait de moi. Enfin, je suis pas à l'aise avec mon image. Enfin, je pense que j'ai une relation compliquée au portrait, en vrai. Et en même temps, j'aime bien représenter. Enfin, je m'intéresse beaucoup. Enfin, je suis quelqu'un d'assez empathique, je pense, et assez curieux. Et j'ai souvent tendance à montrer sans montrer les personnes auxquelles je m'intéresse. Donc oui, on a beaucoup de représentations de visage. Et comment faire en sorte, du coup, de faire un portrait qui ne soit pas juste un portrait en plus parmi des milliers d'autres, quoi. Des millions d'autres plutôt. Il y a toute cette question-là de comment capter l'attention, faire en sorte que les gens prennent le temps de réfléchir quand ils voient l'image, qu'ils zappent pas. Donc c'est vrai que j'en viens très souvent à faire des portraits qui sont des images en creux, comme le définit très bien Raphaël Berthaud dans le texte qu'elle a écrit pour la préface de mon livre Faire face. C'est souvent un moyen détourné de justement essayer de provoquer un temps d'arrêt, en fait. Parler de personnes, parce que c'est ça qui m'intéresse au final, c'est ce rapport aux autres et raconter des histoires qui sont pas les miennes, justement, et provoquer un temps d'arrêt en faisant appel à l'imagination. C'est vraiment cette idée-là. Susciter
poser une question, susciter l'intérêt et amener les gens à imaginer. Dans les sujets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à maintenant, la frontalité, je la trouvais problématique parce que je trouve qu'elle n'apportait rien au débat, en fait. Au début, j'avais plus tendance à représenter les gens dans mes premières séries et je le fais de moins en moins. Et des fois, je trouve que c'est pertinent, des fois, ça l'est pas, en fait. C'est vraiment ça la question. Si c'est juste montrer pour montrer, il y a quelque chose de voyeur. Enfin, ça peut vite être obscène. Enfin, la question des auteurs, c'était vraiment ça. Enfin, les montrer frontalement, il y aurait une forme d'obscénité, je pense. Mais par contre, il y a d'autres projets. Enfin, là, je suis en train de réfléchir. Enfin, voilà, c'est pas exclu de faire. Enfin, j'ai rien contre le fait de faire un portrait frontal à visage découvert. Et je pense que si c'est pertinent, c'est très, au contraire, c'est très puissant. Sur les séries que j'ai faites récemment, qui sont donc dans le livre d'en faire face, les mots étaient importants parce que il me semblait que l'image ne suffisait pas. Et je pense que, enfin, moi, j'ai pas trop de scrupules à considérer, enfin, à dire que l'image des fois ne suffit pas, enfin, et que du coup, des fois, il y a besoin d'autres choses. Donc, ça peut être un travail sur l'image, comme j'ai pu le faire dans d'autres cas, ou ça peut être effectivement avoir recours à des textes ou à des citations ou des récits ou des légendes. Enfin voilà, c'est des fois, je trouve que cette ambivalence de l'image, quoi, c'est comment dire, ça dit à la fois tout et rien. Enfin, une image, et sur des sujets comme les auteurs de violences conjugales, par exemple, l'idée c'était vraiment de mettre en avant une interprétation particulière et pas je voulais pas qu'on se projette tout, justement. Je voulais vraiment, c'est un travail qui est très subjectif, qui est très orienté. Enfin, c'est vraiment mon point de vue sur ce que j'ai envie de dire sur ce sujet-là. Et moi, ça me paraissait important de mettre en avant les paroles des auteurs comme les paroles des victimes, parce que c'est vraiment cet angle-là que j'avais envie l'angle de la résilience, l'angle de la reconstruction, de la déconstruction, c'était vraiment ça que je voulais qu'on comprenne. Et je voulais pas juste faire des images qui puissent être justement interprétées d'une manière ou d'une autre. Donc des fois, les mots sont presque autant importants que l'image. Et tous les titres de mes travaux sont issus de choses que j'ai lues, en fait. Et je pense que peut-être que les mots viennent aussi de là. Les mots des autres viennent aussi des fois pallier à mon manque de mots à moi, parce que j'ai du mal. Je m'appuie beaucoup sur les mots des autres et cette question des mots, qui est revenue vraiment dans tous les entretiens que j'ai pu faire avec les auteurs de violences. La difficulté à mettre des mots, la difficulté à des fois juste à penser les choses, ou le fait d'être marqué par des paroles aussi, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup dans les personnes qui ont des parcours de maltraitance infantile, que ce soit chez les hommes que j'ai rencontrés et également donc, chez la femme que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ce travail. Elle, c'est une femme qui a 49 ans qui s'appelle Amy. Enfin, c'est un prénom d'emprunt, mais voilà, elle a choisi de s'appeler Amy d'ailleurs. Pour moi, c'était très très important. C'est la dernière personne que j'ai rencontrée pour cette série-là, et c'était très important de pouvoir montrer qu'il y avait aussi des femmes, que la violence n'était pas l'apanage des hommes, mais que les femmes aussi pouvaient être violentes et qu'il y avait la violence est quelque chose qui est naturel, en fait, qui est quelque chose qui est humain, on va dire, et que les hommes comme les femmes peuvent s'en emparer, mais souvent ils le font pas dans les mêmes proportions et de la même manière et pour les mêmes raisons. Et donc c'était important pour moi de montrer qu'il y avait une femme dans ce corpus d'images et de travail. Et Amy, son parcours était extrêmement touchant et intéressant parce qu'elle était à la fois elle-même victime du compagnon qu'elle a tué, et donc elle purge une peine de prison pour meurtre. Mais en même temps, donc voilà, elle était victime, mais elle-même quand même violente, et ça, elle en parle très bien. Et dans toute cette contradiction et cette ambivalence de comment on peut être pris dans des... de l'auteur, entre auteur et victime, en fait, les choses sont assez proches des fois, et elle l'incarnait très bien. Et c'est vrai que sur les mots, elle parlait très très bien de son histoire, notamment quand elle parle à un moment du fait que son compagnon l'insultait et la considérait comme un objet, et qu'il lui avait dit un jour « j'ai cassé mon jouet », et comment des paroles peuvent influer sur l'estime de soi, sur toutes ces questions de l'emprise après, dans ces questions-là de violence. Elle
l'exprimait vraiment très très bien. J'aborde la plupart de mes séries de manière très sérielle. Je pense que ça provient vraiment de mon rapport au quelque chose qui fait partie de moi vraiment, dans le sens où j'écoute beaucoup je suis capable d'écouter 15 fois la même chanson si je l'ai dans la tête et j'ai quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la répétition et de l'accumulation qui est assez développé. Je peux regarder 15 fois le même extrait d'un film, si cet extrait-là me touche et que j'arrive pas et que j'y pense. Je peux rester bloquée en fait dans des boucles d'émotions et de moments et du coup j'ai tendance à beaucoup passer par la répétition pour traverser les émotions et traverser les choses. Et j'écoute beaucoup de musiques qui sont de l'ordre de la musique répétitive. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup joué de piano par exemple et on apprend. En fait, la répétition c'est quelque chose qui est profondément ancré, je pense, dans notre processus d'apprentissage en tant qu'humain. Et moi, du coup, voilà, je l'ai beaucoup... quand j'étais enfant, je jouais du piano. On répète 15 fois le même truc pour que ça rentre dans les doigts. Donc, ce truc de répéter les choses, il y a quelque chose de presque transcendantal, quoi, quand dans cette idée d'accumulation et de répétition. Et c'est vrai que j'ai tendance à être touchée par des œuvres qui vont dans ce sens-là, que ce soit les Boltanski, par exemple, qui travaillent sur l'accumulation. C'est quelque chose qui fait un écho très profond chez moi. C'est vraiment, je pense, une forme de... J'aimerais bien sortir de ça, d'ailleurs. Et j'ai du mal à ne pas rentrer dans des choses qui sont sérielles et répétitives. Parce que je sais pas, moi, c'est ce qui me parle le plus, c'est vrai. Une des premières émotions photographiques de ma vie d'adulte, on va dire, c'est l'expo des Béchers, je crois que c'était en 2004, à Beaubourg, quoi. C'était la première fois que je voyais une expo... parce que j'y connaissais rien à la photo, j'ai pas de background photographique autre que mon héritage familial, on va dire, voilà, ces trucs-là de photos de famille ou photos de mon grand-père. J'ai pas de culture photographique à la base, quoi. Et quand je suis arrivée à Paris, c'est une des premières expos que j'ai vues quand j'étais étudiante en archi, et c'est typiquement un truc ça a été un choc, quoi, visuel, vraiment, ce truc de, la répétition. Wow. C'est quand même toujours extrêmement marquant de voir à quel point montrer ses travaux génère une espèce de prise de libération de la parole. Moi, et même le fait de parler de ces travaux-là, quand j'en parle à l'oral, quand on me demande ce que je fais, je bosse là-dessus. Là. Il y a toujours des gens, à un moment, qui vont me dire « Ah bah ouais, moi, dans ma famille, moi, ça m'a vachement touchée parce que ma sœur... » c'est assez incroyable à quel point c'est vraiment systématique. J'ai fait ce travail-là dans ce sens-là. C'est un travail qui... Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi autant, en fait. Et là, j'étais hyper touchée, il n'y a pas très longtemps, ce qu'on a montré... Les monstres n'existent pas a été montré à Manifesto, au Festival Manifesto qui a lieu à Toulouse, là, qui se termine aujourd'hui, le 1er octobre d'ailleurs. Et lors du vernissage, il y a 2 semaines, moi, je voulais vraiment faire ce travail dans une démarche de sensibilisation. Il y avait vraiment cette idée-là d'ouvrir la parole chez les hommes qui pourraient se reconnaître dans les parcours, Et il y a vraiment quelqu'un qui est venu me parler à la fin, qui en plus, du coup, il y a un truc assez fort, parce que c'est quelqu'un qui avait mon âge, il y a un truc... de proximité, de compréhension, qui était très sympa, qui avait l'air très sympa en tout cas. Et le mec était complètement bouleversé parce qu'il avait eu tous les portraits, et donc il me parlait du fait qu'il avait été bouleversé et tout ça. Et puis au bout d'un moment, il me fait, parce que moi aussi, en fait, je suis auteure de violences conjugales et voilà, la mère de ma fille, tout ça, et j'essaye de m'en sortir. Et j'ai fait un groupe de parole. Et le fait qu'il arrive à en parler, je pense que vraiment, littéralement, c'était la première fois qu'il en parlait comme ça, de manière aussi anodine, quoi. Et j'étais extrêmement heureuse et c'était très touchant, quoi. Est-ce que c'est vraiment le but de ce travail-là, c'est d'ouvrir aussi la parole chez les personnes qui ont des problèmes de gestion de leur violence, quoi. Ouvrir et montrer qu'on peut en parler, avant d'en arriver là, en tout cas, à des extrêmes tels que les parcours que je montre dans ce livre. Voilà. C'est vrai que moi, j'aime bien que les choses, qu'il y ait un lien entre les choses. Moi, c'est ce qui me donne du sens, je trouve, à la vie en général, quoi, cette question que les choses soient liées, qu'il y ait une cohérence, pas forcément une cohérence, mais qu'il y ait un lien. Et là, du coup, je travaille actuellement sur un sujet que j'ai présenté à la grande commande de la BNF au 2e volet, qui est l'appel à projet était au printemps dernier. Et c'est un travail sur la construction des masculinités.
chez les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui est un sujet qui est connexe à tout ce travail que j'ai fait sur les violences sexistes, parce qu'il y a vraiment un lien entre violence et construction de la virilité. Enfin, il y a vraiment un lien très fort. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la culture et pas de la nature, quoi qu'en disent certaines personnes, on va dire. Et voilà. Et ça me paraissait important de creuser ce sujet-là, dans cette idée de trouver du sens et essayer de montrer que les choses peuvent se transformer, peuvent changer. Enfin, c'est ça que j'ai tendance à m'accrocher un peu à cette idée-là le pouvoir de transformation de la photographie. Et donc, c'est un projet pour lequel je vais à la rencontre de jeunes hommes ou qui s'identifient comme tels. Et je les interroge sur comment ils envisagent le fait de devenir un homme, qu'est-ce que ça veut dire pour eux la virilité, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens ou pas. L'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux, en fait, et de faire un espèce de portrait de génération sous ce prisme-là des masculinités, parce que ça reste une notion qu'on interroge assez peu. Je veux dire, les féministes, ça fait X années qu'elles cherchent à déconstruire, reconstruire, machin, questionner tout ça. Et globalement, les femmes font beaucoup de choses, je trouve, pour remettre en cause et tout ça. Et par contre, le masculin, on a encore quand même tendance à le considérer comme quelque chose d'un peu naturel, qui serait, voilà, c'est comme ça, les hommes sont comme ça, boys will be boys, whatever. Enfin, et alors que c'est la même chose, en fait. Ça m'embête de paraphraser Beauvoir, mais elle avait quand même raison, quoi. Parce que tout le monde la paraphrase, ça devient chiant à la fin. Mais on n'est pas homme, on le devient aussi, quoi. Et c'est vraiment... c'est quelque chose que je trouve assez passionnant, et d'aller voir justement chez les jeunes qui étaient ados au moment de MeToo, pour qui il y a plein de questions qui se posent sur la question dans le rapport au genre, qui, moi, quand j'avais 20 ans, dans les années 2000 et quelques, c'est des questions qu'on ne se posait pas du tout, quoi. Et d'aller voir un peu qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui change pas. C'est hyper intéressant. Donc là, je suis en train de développer ça. Et voilà, et on va voir ce que ça donne.